De la peur, ce voile qu'on l'a obligée à porter en Algérie. Avec ce livre, je voulais dénoncer à quel point une femme peut souffrir. Je voulais dénoncer ce que mes parents m'ont fait endurer durant toute ma vie. Et je voulais faire prendre conscience aux gens d'ici, aux femmes surtout, de la chance qu'elles ont de ne jamais connaître ça. Ce livre, c'est aussi une promesse qu'elle avait faite à ses filles. C'est vrai que le livre, c'était une promesse pour nous, mais c'est aussi une promesse pour toutes ces autres femmes qui sont en train de souffrir de l'autre côté. C'est important que le monde comprenne ce qui se passe de l'autre côté et prenne conscience pour plus que ça se passe. Parce que plus on en parle, plus les gens écoutent les gens réagissent. Et plus les gens réagissent, exactement. Il faut que ça stoppe. Allô, comment ça va? Rentrez! Bonjour. À son arrivée à Montréal il y a 4 ans et demi, Samia et ses enfants ont été hébergés par le Centre Parado, une maison pour femmes victimes de violences conjugales. Ici, c'était les jumeaux qui couchaient ici? Et c'était les jumeaux, oui. Puis ta chambre, je crois qu'elle était C'était ici. là. C'était Ici, ici. c'était ta chambre? Oui. C'est la première fois qu'elle y revenait et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle revoit les lieux. Beaucoup de souvenirs. Oui, des bons, mais des mauvais aussi. Qu'est-ce que vous pensez de votre mère? Ah, c'est ma number one. C'est une femme formidable, très courageuse. Un exemple. Ouais. Ouais, c'est incroyable la force intérieure qu'elle a et elle n'a jamais lâché. Elle n'a jamais lâché. Elle a toujours continué. Quant à leur père, elles ont été témoins dès leur jeune âge de ces gestes violents à l'endroit de leur mère. Il est mort pour moi. J'en ai plus. C'est mieux comme ça. Je l'ai chassé de ma tête. Des fois, ça revient, ça ressurgit, mais quand on ressent rien pour une personne, à part de la peur et du dégoût, il vaut mieux essayer de ne plus y penser. Il est mort, c'est exactement ça. C'est un fantôme. Et vos grands-parents? J'arriverai jamais à pardonner ce qu'ils ont fait. Jamais. Et surtout ce qu'ils ont fait subir à ma mère. Toutes les trois ne croient pas avoir été victimes de l'islam, mais d'un islamisme oppresseur et violent qui s'affirme dans certains pays musulmans. Je n'en veux pas à l'islam. C'est pas l'islam qui fait que les gens sont comme ça. C'est justement parce que les gens ont abandonné l'islam. Ils se sont fait des lois, ils se sont fait des idées, ils se sont fait des règles qui les arrangent. Moi, dans ma religion, je vois de l'amour, je vois de la compassion, je vois du partage, je vois du respect. L'islam, à la base, c'est une religion très pacifiste, mais c'est les gens qui ont interprété sa religion, qui l'ont complètement déformée à leur avantage. Le voile, est-ce que vous le porteriez? Plus tard. Plus tard? Oui. Ah oui? Quand je me sentirai prête de le porter, pour pas par hypocrisie, pas maintenant, mais quand je me sentirai prête, oui, c'est un de... Ah oui. C'est quoi être prête? C'est être prête à pas l'enlever à n'importe quelle occasion, être prête Un être digne. À un être digne, exactement. Moi, je sais que je ne serai jamais digne, que Dieu me pardonne. Mais il y a trop de choses que j'aime faire et qui sont proscrites. Pour la majorité des Occidentaux, le foulard islamique est perçu comme un signe de soumission et d'oppression. C'est ces préjugés-là, c'est avec ces préjugés-là que l'image de l'islam est complètement salie. Mais le foulard, quand il est porté avec l'accord de soi, c'est vraiment pas un signe d'oppression. C'est peut-être un signe de soumission à Dieu, mais pas aux hommes. Et l'Algérie, vous en pensez quoi de l'Algérie? C'est un pays magnifique. Et mais il y a du travail. Pour deux bonnes centaines d'années. Dans la mentalité des gens surtout. Surtout ça, dans la mentalité des hommes. Un beau pays. Un beau pays que je ne verrai probablement plus. Aujourd'hui, Samia profite de sa liberté et les gestes simples de la vie quotidienne lui procurent une grande joie. Se réveiller le matin, réveiller ses enfants, les emmener dans l'école, aller travailler, faire à manger ici, aller chercher les enfants. C'est fatigant, mais c'est tellement bon. On se sent libre, on est libre et on est en sécurité. Ça, c'est quelque chose qu'on se répète tous les jours et
On remercie Dieu pour ça, qu'on est bien content d'être arrivé ici. Ouais, pour nous, toutes les possibilités sont ouvertes. Maintenant, on peut faire n'importe quoi de notre vie comme bon nous le semble. Puis c'est quelque chose de formidable, d'être libre de ses actes. Ouais. Alors, vous l'avez entendu, ce n'est pas l'islam qui provoque la violence, c'est ce que certains font de l'islam. Mon invitée aujourd'hui, Madame Fatima Ouda Pépin, vous la connaissez, elle est musulmane d'origine marocaine, mais aussi politicienne. Mais comme femme aussi, elle a consacré une très grande partie de sa vie à combattre les préjugés et à dénoncer l'intégrisme. Elle est donc avec nous. Madame Fatima Ouda Pépin, bonjour. Bonjour, on vous remercie bien sûr d'être avec nous. Vous venez évidemment d'entendre ce témoignage de Madame Charif et de ce qu'elle a vécu dans son pays d'origine, l'Algérie, une forme d'intégrisme musulman qu'elle a peut-être vécu aussi de la part de son mari. Ça vous inspire quoi comme sentiment, vous qui êtes femme musulmane, lorsque vous entendez ce genre de témoignage? Bien, écoutez, le témoignage que vous avez choisi est un témoignage qui est percutant parce que malheureusement, elle n'est pas seule. Il y a plusieurs femmes musulmanes qui vivent sous cette domination. Mais puisque vous parlez de l'Algérie, j'aimerais quand même dire que si l'islamisme radical a été arrêté en Algérie, c'est principalement à cause des femmes. À cause de leur courage, de leur détermination. Ils ont marché dans la rue, ils ont dit non à l'extrémisme, non au fanatisme, non au terrorisme, oui à la démocratie. Et ça, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Oui, c'est vrai, il y a des problèmes, il faut en discuter, mais il faut aussi reconnaître que les femmes, particulièrement les femmes musulmanes, partout dans le monde, et en Algérie spécifiquement, ils ont fait preuve d'un courage inouï. Et qu'il y a donc de l'évolution, évidemment. Bien sûr. Vous dites que c'est un témoignage percutant parce que plusieurs femmes sont encore victimes de cette violence. De quelle façon ou dans quelle proportion diriez-vous que cet intégrisme est exporté chez nous? S'il s'est exporté, de quelle façon il s'est exporté au Québec ou au Canada? La très vaste majorité des musulmans sont des gens qui traversent l'Atlantique ou le Pacifique pour venir au Canada, au Québec, pour vivre en paix, parce qu'ils cherchent à améliorer leurs conditions de vie, ils cherchent à améliorer la condition de vie de leurs enfants, ils font les efforts nécessaires pour. Mais il faut reconnaître que dans ces communautés, dans leur grande diversité, il y a un segment minoritaire mais agissant qui, lui, cherche en fin de compte à imposer une idéologie, un agenda politique sous couvert de l'islam, parce que autrement, il ne parviendrait pas à imposer à la communauté et aux femmes en particulier un certain nombre de comportements. Alors, on se réfugie derrière Dieu, derrière l'islam, pour réduire finalement l'islam à une série d'interdits qu'on impose aux femmes, particulièrement. Mais est-ce qu'il y a même lieu de s'inquiéter de la présence de ce noyau? Parce que vous avez quand même réussi à faire voter une motion à l'Assemblée nationale contre les tribunaux islamiques au Québec pour les interdire, la charia. En Ontario, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, est-ce qu'il y a lieu d'agir et de réagir contre ce noyau? Moi, je considère que les extrémismes, sous quelque forme que ce soit, c'est une menace pour la démocratie. C'est encore plus dangereux quand on instrumentalise les religions et qu'on se sert des religions pour imposer des comportements, des attitudes et des modes de pensée par l'endoctrinement, par toutes sortes de moyens. Et je me dis, oui, il faut s'en occuper, oui, il faut agir, il faut réagir. Mais cette mouvance islamiste qui menace l'intégration des communautés musulmanes, ce n'est pas seulement le problème des communautés musulmanes, c'est le problème de notre société tout entière, de nos leaders d'opinion, de nos décideurs politiques, de nos décideurs économiques. Ça nous interpelle tous, parce que dès lors qu'on s'attaque à la démocratie, on s'attaque aux fondements de notre société. La question du voile islamique, c'est pas une question simple. D'ailleurs, on l'a vu dans le reportage, les deux filles de Madame Charif. Une dit un jour, moi, je vais porter le voile. L'autre dit, ah non, moi, jamais. Bon. Les femmes elles-mêmes sont divisées sur la question du voile islamique. Certaines veulent le porter, certaines non. Bien. Alors, premièrement, il n'y a pas de voile islamique. Il y a le voile que les femmes ont porté dans toutes les religions, à travers les époques. Si vous allez en Italie, si vous allez en Espagne, vous allez trouver des femmes qui ont porté le foulard noir toute leur vie. Mais
Au-delà, et puis les femmes dans les pays musulmans le portent de façon traditionnelle. Ça fait partie de la coutume, de la tradition. Ils le portent par coquetterie, ils le portent par croyance religieuse, ils le portent par commodité, pour toutes sortes de raisons. Donc, le voile appartient aux femmes. Margaret Trudeau a porté un foulard. Hein? On ne l'a pas accusée d'être fanatique. Cependant, les extrémistes musulmans cherchent des symboles et ils ont trouvé une façon d'articuler leur idéologie autour d'un certain nombre de symboles, notamment le voile. Alors, il ne faut pas nécessairement considérer que cette façon de voir les choses et fait du voile un voile islamique, puisque, comme je vous dis, même chez nous, ici, les femmes hindoues portent les foulards, les femmes sikhs portent les foulards. Et vous-même, Madame Ouda Pépin, vous êtes d'origine marocaine, vous êtes musulmane, vous ne portez pas le voile. C'est un choix personnel, donc, pour les femmes? Bien entendu que c'est un choix personnel. Moi, je vous dis, la façon dont une femme choisit de s'habiller, ça lui appartient. Là où ça commence à poser problème, c'est lorsqu'on instrumentalise les symboles pour des raisons politiques. Et là, on dit aux femmes, désormais, tu te comportes de telle façon, tu te voiles de telle façon. Mais si les femmes portent le voile par leur propre conviction, je n'ai absolument rien contre. Mais si à l'école, on dit à une petite fille, tu te voiles, désormais tu ne peux plus prendre les cours de sciences parce qu'on va parler par exemple de l'anatomie ou de la sexualité, ou on va priver les jeunes filles, les petites filles de la connaissance sous prétexte que le voile est une identité en soi. Je dis non. Êtes-vous très préoccupée par peut-être même une forme de montée de l'intolérance face à l'islam? On parlait du voile, bien sûr, et pour plusieurs, le voile est un symbole d'intégrisme. Est-ce que ça vous préoccupe? Et si on les voit dans toutes les sociétés, en France, bien sûr, où il y a une difficulté, une problématique différente, mais même ici, au Québec? C'est sûr que lorsqu'on ne voit que le fanatisme, que l'intolérance, que la violence, les gens finissent par associer l'islam à ces images-là. L'islam, ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'intolérance, ce n'est pas le fanatisme. L'islam est une civilisation. Aujourd'hui, on parle de la civilisation occidentale. S'il y a une civilisation occidentale, le monde musulman en fait partie. Vous n'avez pas un rôle facile quand même, hein, j'imagine, de combattre les préjugés, finalement, d'expliquer, de dénoncer l'intégrisme aussi. C'est pas un rôle facile pour une femme, j'imagine, musulmane. Écoutez, moi, je suis une femme de rapprochement. Dans ma vie personnelle et dans mon travail que j'ai fait depuis des années, je pense qu'il nous appartient aussi de témoigner de ce que nous sommes et de dire que les communautés musulmanes ont un avenir au Québec et au Canada. Elles apportent une contribution significative, ne serait-ce qu'en capital humain. Par contre, il ne faut pas fermer les yeux sur les dérives. Et c'est ça qui est difficile. Il ne faut pas fermer les yeux sous prétexte qu'on va perdre quelque chose, on va antagoniser les gens. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut apprécier la contribution des communautés musulmanes, mais en même temps, il faut dire qu'on ne tolère pas au Québec la violence, on ne tolère pas le fanatisme, on ne tolère pas l'extrémisme, parce que dans une société pluraliste, l'harmonie, c'est essentiel pour notre avenir. Bien, Madame Ouda Pépin, merci beaucoup d'être venue nous le dire aujourd'hui. Merci. Merci. Ravi, Jérémy et sa famille arrivent à Rome. Après une dizaine d'heures de vol, enfin le grand air de Rome, pour l'instant, à l'aéroport. Je n'ai pas encore vu, mais j'ai hâte de voir. T'es pas trop fatigué, Jérémy? Non. T'as trop hâte de voir, hein, c'est ça? Oui. Déjà sur la route, ça s'améliore. On voit des grands pins parasols et des vieilles fortifications. Et puis soudain, c'est Rome. Regarde, Jérémy, le Colisée. Aïe, aïe. C'était là où les gens se faisaient manger par les lions. Oui. C'est ça. Ce voyage à Rome, il l'a rêvé 7 fois, c'est vrai. Oh, c'est génial de voir ça. Es-tu impressionné, Jérémy? Oui. Je suis vraiment impressionnée. Je suis vraiment impressionnée. En soirée, après un peu de repos, le cadeau ultime, place Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre de Rome!
C'est au Vatican jeudi que Jérémie chantera pour le pape lors d'une rencontre privée avec les évêques du Québec. Jérémie joue les professionnels, chanter pour le pape, pas de problème. Et t'es pas nerveux? Non, je suis pas nerveux. Je suis très content. L'état de santé de Jérémie est fragile, les opérations sont nombreuses, mais sa vie n'est pas en danger. À 9 ans, Jérémie savoure davantage la vie et le dira au pape jeudi si on lui en donne l'occasion. Et t'es très content d'être en vie aujourd'hui? Oui, c'est grâce à Dieu et le pape, c'est comme Dieu. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est lui dire merci. Dans l'euphorie de cette première journée à Rome, la mère de Jérémie voit dans ce voyage la preuve que l'effort permet de réaliser ses rêves. Tout est possible. Le paradis est sur Terre. Regarde ici le paradis, tu sais. Vous êtes à Rome. On est à Rome. On est heureux.